Salut à vous tous qui aimez vous faire peur. Bienvenue sur Faisons-nous peur, au coin du feu. Fermez les yeux 2 secondes. Imaginez un triangle tracé sur l'océan Atlantique, entre Miami, les Bermudes et San Juan à Porto Rico. Est-ce que la géographie n'est pas votre fort ? Bref. C'est un peu plus d'1 million de kilomètres carrés d'eau. Et depuis presque un siècle, on vous raconte que des bateaux entiers, des avions, des équipages au complet s'y volatilisent purement et simplement. Pas d'épave, pas de corps, pas d'appel de détresse. Vous connaissez le nom qu'on donne à cet endroit, n'est-ce pas ? C'est dans le titre, le triangle des Bermudes. Voilà ce qu'on nous répète depuis des décennies, dans les livres, les documentaires, les émissions de plateau. Que les boussoles s'affolent dans cette zone, sans raison, que le champ magnétique terrestre y ferait n'importe quoi, que le temps lui-même s'y déformerait, avec des pilotes qui atterrissent en retard de plusieurs minutes sans explication. Certains vous parleront de portail, d'un vortex, d'une brèche vers une autre dimension. D'autres vous ramèneront systématiquement à l'Atlantide, la cité engloutie, dont l'énergie résiduelle continuerait, paraît-il, de perturber les instruments de navigation. Et il y a ceux, bien sûr, qui penchent pour les extraterrestres, une sorte de garde-manger céleste où l'on viendrait régulièrement se servir en bateau et en avion. Cette réputation-là, elle n'est pas née d'un seul coup. Le terme « triangle des Bermudes » apparaît pour la première fois sous la plume du journaliste américain Vincent Gaddis, dans le magazine Argosy, en février 1964, avec un article au titre sans ambiguïté « The Deadly Bermuda Triangle ». 10 ans plus tard, en 1974, l'écrivain Charles Berlitz publie un livre entier sur le sujet, qui devient un best-seller mondial. C'est ce livre-là, plus que n'importe quel autre document, qui installe durablement le mythe dans l'imaginaire collectif. Et voici les cas qu'on nous ressort à chaque fois. Commençons par le plus ancien et l'un des plus lourds en vie humaine. Mars 1918. L'USS Cyclops, un navire charbonnier de l'US Navy, transporte 309 personnes entre les Antilles et Baltimore. Aucun message de détresse, aucune épave retrouvée, ni à l'époque ni depuis. C'est encore aujourd'hui la plus grande perte de vie humaine hors combat de toute l'histoire de la marine américaine. Ensuite, l'affaire qui a vraiment lancé la légende dans la culture populaire. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger de l'US Navy, 14 hommes au total, décollent de Fort Lauderdale pour un vol d'entraînement de routine. C'est ce qu'on appelle le vol 19. En fin de mission, le chef de patrouille, le lieutenant Charles Taylor, signale par radio qu'il est désorienté, qu'il n'est plus sûr de sa position, que sa boussole semble défaillante. Le contact se dégrade progressivement, puis se perd complètement. Aucun des 5 avions ne rentrera. Un hydravion de secours, un marineur avec 13 hommes à bord, est envoyé à leur recherche. Lui non plus ne reviendra jamais. Le rapport officiel de la Navy, à l'époque, conclut littéralement que la cause de la disparition est inconnue. Il y a aussi les 2 avions de ligne britanniques Avro Tudor 4 de la compagnie BSAA, le Star Tiger en janvier 1948, puis le Star Ariel en janvier 1949, tous 2 disparus en vol transatlantique dans la région. Tous 2 sans le moindre appel de détresse, par des conditions météo présentées comme normales. En 1925, le cargo SS Cotopaxi quitte Charleston, chargé de charbon, direction Cuba, et s'évanouit purement et simplement des écrans radars. Son épave ne sera identifiée qu'en 2020, au large de la Floride. Et en 1955, le voilier Connemara 4 est retrouvé dérivant, en parfait état, mais entièrement vide. Pas un seul membre d'équipage à bord. Voilà factuellement ce qui s'est passé.
Des gens sont montés à bord de navires et d'avions et ne sont jamais arrivés à destination. Ça, personne ne le conteste. Mais voilà où l'histoire commence à se fissurer. En 1975, un bibliothécaire américain du nom de Lawrence David Kush décide de reprendre chaque dossier un par un. Ce ne sont pas les résumés de Berlitz, ce ne sont pas les articles de magazines, ce sont les archives originales. Les journaux de bord, les rapports de garde côtière, la presse de l'époque, celles publiées au moment même des faits, pas des décennies plus tard. Et ce qu'il trouve est assez spectaculaire. Plusieurs des navires présentés comme engloutis dans le triangle avaient en réalité coulé ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres de là. Le cas le plus connu, c'est celui du Marie Céleste, le voilier retrouvé dérivant sans son équipage, qu'on associe presque automatiquement au triangle des Bermudes dans l'imaginaire populaire. Sauf que voilà, le Mary Celeste a été retrouvé près des Açores, très loin de la zone en question. Kush découvre aussi que certains naufrages avaient eu lieu en plein ouragan. Une information tout simplement absente des récits de Berlitz, ce qui rendait artificiellement la disparition inexplicable. Il découvre enfin que certains bateaux mentionnés dans les livres populaires n'avaient tout simplement jamais existé, ou que leurs noms avaient été déformés ou inventés. Le vol 19, lui, a une explication qui tient parfaitement debout, même si elle est moins vendeuse qu'un portail dimensionnel. Le lieutenant Taylor avait été formé essentiellement dans les Keys, en Floride, une région où les repères géographiques et les petites îles se ressemblent beaucoup. L'hypothèse retenue aujourd'hui, c'est qu'il a confondu sa position, cru que sa boussole magnétique était en panne alors qu'elle ne l'était probablement pas, et a entraîné sa patrouille toujours plus loin vers le large au lieu de revenir vers la côte. Les Avengers n'avaient pas l'autonomie nécessaire pour tenir indéfiniment. Ils se sont probablement posés en catastrophe en pleine mer, très loin des côtes, ce qui expliquerait pourquoi on ne les a jamais retrouvés. Quant aux Mariner de secours, ce modèle d'hydravion avait une réputation bien documentée. On le surnommait dans l'US Navy le réservoir volant, à cause d'un défaut de conception qui faisait s'accumuler des vapeurs de carburant dans un carlingue. Un pétrolier présent dans le secteur a rapporté, au moment estimé de sa disparition, avoir vu une explosion en plein ciel suivie d'une nappe d'essence flottant à la surface de l'eau. Voici maintenant ce que disent, très officiellement, les organismes compétents. Ici, on ne parle plus d'un blogueur ou d'un auteur à sensation. On parle d'assureurs et d'agences gouvernementales dont le métier, justement, est de calculer les risques avec précision, parce que de l'argent en dépend directement. Le Lloyd's de Londres, le plus grand marché d'assurance maritime au monde, étudie la question depuis les années 1970. Sa conclusion, maintenue jusqu'à aujourd'hui, est que le taux d'accident dans le triangle des Bermudes n'est pas plus élevé que dans n'importe quelle autre zone maritime très fréquentée et sujette à une météo difficile. Effet crucial, le Lloyd's n'a jamais appliqué la moindre surprime d'assurance aux navires qui traversent cette zone. Si un assureur, dont le métier est précisément d'évaluer objectivement le danger, ne facture pas plus cher un trajet qui passerait par un endroit soi-disant maudit, ça vous dit quelque chose. Du côté américain, la NOAA, l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique, est tout aussi catégorique. Il n'existe aucune preuve que les disparitions y soient plus fréquentes que dans n'importe quelle zone océanique à fort trafic. La garde côtière et l'US Navy, elles, insistent sur un point précis. Elles n'ont jamais eu besoin d'invoquer une explication surnaturelle pour un seul cas documenté. La combinaison des forces naturelles et de l'erreur humaine, disent-elles, suffit largement à tout expliquer. Un rapport du Fonds mondial pour la nature, publié en 2013, sur les zones maritimes les plus dangereuses de la planète, ne place même pas le triangle des Bermudes dans son classement. Et le triangle des Bermudes n'a d'ailleurs aucune existence officielle sur une carte.
Il n'est reconnu par aucun organisme cartographique américain, à commencer par le Board on Geographic Names, qui fixe les noms de lieux aux États-Unis. Reste la question du trafic. Miami est l'un des plus grands ports de croisière au monde. Les Bahamas et les Caraïbes attirent chaque année des dizaines de milliers de bateaux de plaisance. Les routes aériennes transatlantiques survolent la zone en continu. Plus une région est traversée, statistiquement, plus elle génère d'incidents. Tout simplement parce que le nombre total de passages y est colossal. Comparer ça à une zone tout aussi vaste mais quasiment vide de trafic n'aurait aucun sens. Mais ce qui reste vraiment tout de même, c'est un terrain vraiment hostile. Il y a quand même quelque chose de bien réel dans cette région, et ce n'est pas rien. C'est l'une des zones de formation d'ouragans et de tempêtes tropicales les plus actives du globe. Un documentaire diffusé par National Geographic en 2003 n'y a mesuré aucune anomalie particulière. À une exception près, une légère diminution locale du champ magnétique terrestre. Un phénomène connu et mesuré ailleurs sur la planète également, sans rapport avec une quelconque perturbation surnaturelle. En revanche, ce même documentaire souligne que la région produit certaines des tempêtes les plus violentes au monde, avec des vagues scélérates pouvant dépasser les 8 mètres de haut. Des vagues capables, en quelques secondes, d'engloutir un navire de plusieurs dizaines de mètres sans lui laisser le temps d'émettre le moindre signal radio. Il existe aussi une hypothèse plus spéculative, celle-là, mais sérieusement étudiée par des océanographes. Celle des hydrates de méthane. Ce sont des poches de gaz emprisonnées dans les sédiments du fond marin qui, en se libérant brutalement, formeraient d'énormes bulles remontant vers la surface. En traversant une de ces zones de bulles, un navire pourrait perdre une partie de sa flottabilité et pourrait couler en quelques secondes à peine, bien trop vite pour qu'un équipage ait le temps de réagir ou d'appeler à l'aide. Pour conclure, alors non. Je ne vais pas vous dire que tout est expliqué à 100%, dossier par dossier. Le rapport officiel de la Navy sur le vol 19 parle encore aujourd'hui de causes inconnues. L'épave du Cyclops n'a toujours pas été localisée avec certitude. Il reste des zones d'ombre, et je pense que c'est important de le dire honnêtement plutôt que de prétendre que tout se résume à une checklist bien nette. Mais entre une zone d'ombre et un phénomène surnaturel, il y a tout un monde. Ce monde-là, c'est celui de la météorologie tropicale la plus violente de la planète. Des méga-vagues qui engloutissent un bateau plus vite qu'un équipage ne peut réagir. D'une des routes maritimes et aériennes les plus fréquentées au monde. Et d'un livre à sensation publié en 1974 qui a pris des libertés considérables avec des faits qu'on peut aujourd'hui vérifier archive par archive. Le Lloyd's de Londres ne ment pas sur ses primes d'assurance. La NOAA ne ment pas sur ses statistiques. Et ça, pour moi, ça vaut largement tous les portails dimensionnels au monde. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi. Je peux creuser un cas précis dans un prochain épisode. Rentrer encore dans plus de détails sur le vol 19, par exemple, minute par minute. Merci d'avoir écouté. Restez curieux, gardez l'esprit critique, et à la prochaine, au coin du feu sur Faisons-nous peur. Affreusement vôtre, la ruse.